Bonjour, bienvenue sur l'Open World Forum 2010. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Montargès et Jean-Pierre Lenné. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler d'innovation ouverte. On va commencer par vous, Philippe. Quelle est votre définition, votre vision aujourd'hui de l'innovation ouverte ? Écoutez, moi, je vais m'en tenir à une définition, on va dire, universitaire et académique. L'innovation ouverte qui est souvent assimilée, alors à tort ou à raison, qu'on rapproche parfois du mouvement open source, mais alors que l'innovation ouverte existe depuis plus de 30 ans, modélisée et conceptualisée par des économistes comme Chesbrough. L'innovation ouverte, ça consiste en quoi ? C'est quand, effectivement, une entreprise, pas forcément dans le domaine de l'IT d'ailleurs à l'origine, décide entre guillemets, de faire son innovation, pas uniquement en s'appuyant sur ses ressources internes. À partir du moment où elle s'appuie sur un travail collaboratif qui met en relation des partenaires étatiques, des partenaires universitaires, des partenaires industriels, pour externaliser quelque part et accélérer sa recherche et développement, on peut parler d'innovation ouverte. À partir du moment où elle ouvre sa R&D à d'autres partenaires, et effectivement le fruit, en espérant, là il y a plusieurs stratégies qui sont en place derrière ça, en espérant que le fruit de ces recherches, le fruit de ces travaux collaboratifs puisse être entre guillemets monétisé par cette entreprise. Et les premières à lancer l'innovation ouverte, c'est pas du tout dans l'IT, ce ont été les lessiviers, donc c'est quand même assez paradoxal de voir ça, et effectivement ça débouche quand même sur des entreprises qui, on peut le dire, sont dans une logique de monétisation assez poussée. Souvent des logiques aussi dans l'innovation à l'origine ouverte qui est fondée sur la brevetisation des recherches. C'est un point important, et donc effectivement on peut considérer que l'innovation ouverte c'est quelque chose c'est un processus, c'est un modèle, c'est un processus qui est appliqué à tout ce qui est R&D. Et le free open source software est souvent assimilé ou utilisé des techniques, parce que ce qui caractérise l'innovation ouverte, c'est la façon de travailler en collaboratif, la capacité à mettre en commun sur des projets communs des équipes externes, internes, de faire travailler des gens. C'est la capacité aussi de mutualiser le résultat et de transformer le résultat de cette recherche pour plusieurs personnes. Voilà, c'est un petit peu ça la définition d'innovation ouverte, très synthétique. Très bien. Jean-Pierre ? Je ne vais pas revenir sur les définitions, pas faire de l'académique, parce que ça a été très, très bien fait. Le seul truc, c'est qu'il faut juste savoir ce que c'est que l'innovation et ce que c'est que l'ouverture. Et comme tu l'as très bien dit, déjà, l'ouverture vue de la plupart des tenants de l'innovation ouverte ou d'open innovation, cette ouverture, elle est gérée à base de brevets industriels entre partenaires. Donc l'aspect collaboratif est restreint à un cercle de partenaires industriels qui s'accordent des droits de regard sur leurs secrets industriels. Ça, c'est la pratique connue et reconnue par l'industrie. Maintenant, quand on parle d'ouverture, et là on revient toujours au fameux débat ouverture, liberté, etc. Si on parle vraiment d'ouverture dans le cadre de ce forum, ces barrières-là, on les évite, parce que de toute manière, si on essaye de faire ça, on restreint le nombre de contributeurs et on restreint le potentiel d'innovation, de création commune. Donc l'idée d'ouverture, c'est plutôt vu par le prisme du logiciel libre, c'est plutôt ouvrir son lab, ouvrir son expertise sur un domaine, et peut-être un domaine particulier de son expertise, mais à tous, sans restriction, afin que la résultante soit plus importante que ce qu'on ferait tout seul. Donc ça marche bien. Et le modèle logiciel libre fonctionne bien là-dessus. Et je veux dire, même des boîtes comme Bull, par exemple, on est trop petit pour faire tout seul un OS. Donc là, on est en plein là-dedans. Il y a plein d'autres. Même sur c'est de la mutualisation de R&D, voilà. Oui, mais là, pas uniquement de la R&D. Donc c'est là où il faut revenir aussi sur le terme innovation, parce que innovation, ça m'étonne pas que les lessiviers aient commencé là-dessus, parce qu'il suffit de rajouter un gadget dans la boîte. Enfin, moi, je suis de l'âge du gadget dans la boîte.
C'était Bonux. Ouais, Bonux, le cadeau Bonux, le fameux cadeau Bonux. Le cadeau Bonux. Donc le cadeau Bonux, par exemple, c'est une innovation. Bon, sur les questions d'innovation, c'est en Destructive Innovation. Après, oui. on a Juste, Schumpeter. Faut pas mélanger innovation et invention, quoi. Voilà, c'est ça. Schumpeter, l'innovateur. Voilà, c'est ça. Je pense que, difficile, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut considérer que les communautés du livre, les grandes communautés, ont travaillé avec des process qui sont similaires ou semblables à des process d'innovation ouverte, c'est-à-dire collaboratif, partagé, tout. La grande différence, le point de clivage qu'on peut avoir entre les deux modèles, c'est que le résultat de ces processus est dans un cas forcément assez systématiquement monétisé et intégré dans un produit qui est commercialisé. Dans l'autre cas, est reversé à une communauté qui en partage les bénéfices, ou le bénéfice entier. Donc le clivage, il se joue bien sur le résultat et pas sur le processus qui aboutit au résultat. Oui, très bien, parce que j'allais vous dire, là, vous parliez de liberté. Quelque part, le processus, tel que vous l'avez dit, on a des industriels d'un secteur qui décident ensemble de travailler ensemble pour faire de l'externalité de R&D. Donc on dit pour externaliser, travailler. Donc là, on peut avoir de nombreux exemples où on a des communautés qui sont fortement imprégnées à Apache par des industriels. Mais par contre, beaucoup de logiciels libres sont partis simplement, non pas d'une volonté d'innovation, mais d'une volonté d'usage. Je suis un utilisateur, j'ai besoin d'utiliser mon imprimante, je développe mon applicatif. Je ne fais pas ça pour partager une R&D, je fais ça juste parce que j'en ai besoin. Ça, c'est un super bon point. Il faut savoir que toutes ces histoires de web services, là, des choses comme ça a commencé par un protocole tout simple qui s'appelle XML HTML, donc du HTML qui embarque du XML, pardon, XML RPC, donc du process, etc. Et ça a été pensé par un gars qui avait besoin de mettre à jour ses sites web à distance. Je m'excuse, mon Alzheimer là sur les noms, c'est plus possible. Ça va plus. Mais donc ça a commencé comme ça, par un besoin. Ce besoin, il l'a livré comme brut de fonderie, et plein de contributeurs ont amélioré le modèle. Et parmi ces contributeurs, on avait aussi bien des gens des communautés que tu as citées, type Apache, etc., que des IBM et compagnie, parce qu'à la sortie, on a eu un truc que Gartner a qualifié de Service Oriented Architecture, qui a tenu l'industrie et qui tient toujours l'industrie comme un standard pour faire des applications d'entreprise distribuées sur le web. Donc ça, typiquement, là, on est dans le cas où on est vraiment dans l'innovation, de la créativité, et ça vient d'un endroit qu'on n'attendait pas. Tout à fait, oui. Je reviendrai bien sur ce que disait aussi Jonathan, c'est qu'effectivement, on considère souvent que le livre est une industrie qui génère de la commoditisation, qui génère beaucoup de logiciels, de composants, et on ne voit pas où est le côté innovant systématiquement. Le côté innovant du livre, il est indirect. Il est que déjà en produisant et en rendant accessible facilement tous ces composants, ça permet déjà à beaucoup d'acteurs d'accéder rapidement à ces technologies-là et d'autres, donc par là même, d'être créateurs d'innovation. Premier point. Deuxièmement, c'est le processus lui-même de fonctionnement en communauté et en intercommunauté qui fait qu'il y a d'autres modèles qui apparaissent qui eux-mêmes vont être innovants. Donc on est bien dans une logique où la création de valeur, et je rejoins à 100% ce que tu disais sur Schumpeter, il y a bien une destruction. On dit souvent que l'industrie du livre est une industrie générique. Mais c'est peut-être vrai, parce que le générique a une image quand même plutôt négative, mais c'est du générique qui crée de l'innovation comme derrière, parce qu'elle permet une énorme accessibilité à beaucoup d'acteurs, des grands acteurs industriels, comme on l'a vu dans le cas des pôles de compétitivité, des PME innovantes, de pouvoir se doter de moyens qui leur permettent de faire de l'innovation. Et derrière, effectivement, après, le fruit de cette innovation, c'est un autre débat de savoir s'il est effectivement profitable à la communauté, à tout le monde. Alors là, il faudrait éviter d'être angélique. Il faudrait éviter tout angélisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de bord à cette innovation ouverte qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins supportables. Si on regarde ce qu'a permis de faire
les stacks LAMP à un acteur comme Facebook, on peut se demander s'il n'y a pas des effets pervers à cette innovation ouverte, ou s'il faut imaginer des systèmes qui évitent ces dérives perverses. Maintenant, moi, Facebook... Facebook, c'est pas l'innovation. Personnellement, je m'en fous un peu. Mais attends. Facebook, c'est un modèle innovant. Non, mais Facebook est considéré par l'industrie américaine. Enfin, l'industrie américaine est considérée comme dominante sur l'innovation grâce à des exemples comme Facebook, comme Google, comme Twitter, et des trucs comme ça, qui tous, sans exception, ont des fortes composantes dans leur infrastructure et dans leur création de richesses basées sur du logiciel libre. Oui, parce que je pense que les Américains, effectivement, sont dans une logique, j'ai l'impression, ce qu'ils considèrent comme innovant, c'est pas forcément un résultat technologique, mais bien un modèle d'usage. Et donc, c'est là où il y a une différence, et c'est là où je pense qu'on peut, nous, au niveau européen et français, essayer de se bouger un petit peu pour avancer sur cette logique de création. Voilà, c'est notre côté angélique là nous préserve. Enfin, c'est comme on est des bons citoyens du monde en respectant les lois du commerce mondial, mais de la même façon, les Européens, les Français en particulier, n'ont pas le réflexe que peuvent avoir tout bon entrepreneur américain, qui est de dire putain, il y a un super bon plan, c'est une opportunité, je vais me faire plein de thunes et ça regarde que moi. Oui, mais est-ce qu'au fond, déjà là, ça renvoie à deux questions, même si on sort un peu sur le modèle justement d'Open Innovation. Quand on a un éditeur, on parle l'innovation ouverte. Le principe, donc, je mets à disposition avec une communauté d'entrepreneurs, des choses. En fait, le vrai terme d'innovation ouverte, c'est innovation partagée et collaborative. Pour moi, la véritable qualification, c'est innovation partagée et collaborative. Ouverte, à voir. Parce que voilà, j'allais vous dire, moi je suis un éditeur open source. J'édite 98% de mon code. Je donne un produit au marché qui est dans un choix de diffusion, qui est le choix d'une licence, qui protège un certain droit d'auteur. Quand je suis là, elle est où mon innovation ouverte? Là, l'ouverture, je fais de l'innovation en interne, je fais de la R&D en interne, j'ai du petit retour client, mais il n'y a pas une forme de partage. Alors, est-ce que tout l'open source est vraiment ouvert, quoi? Et on est vraiment tout le temps dans de l'innovation ouverte. Alors là déjà, si tu n'arrives pas à passer à l'échelle des grands chiffres, c'est-à-dire à attirer d'autres contributeurs chez toi, tu n'es pas un bon éditeur open source. Donc si tu n'arrives pas justement à attirer ce potentiel de contribution qu'il y a sur le sujet qui te préoccupe, c'est le point fort de la démarche open source, c'est qu'effectivement, être capable, plus il y a d'utilisateurs ou de contributeurs, plus ça valide ta démarche. Et plus en plus ces contributeurs sont des utilisateurs de tes services ou de ton logiciel, mieux tu te portes. Ça, Maintenant, si tu n'y arrives pas, faut passer à autre chose, faut en trouver un autre. Mais typiquement, c'est ça, c'est rentrer dans ce cercle vertueux. Okay, mais faire attention que ce cercle vertueux ne soit pas un cercle vicieux. Très bien, bon, on n'a pas beaucoup de temps pour un sujet aussi intéressant, c'est toujours pareil dans les médias internet. Donc aujourd'hui, on a parlé d'innovation ouverte, alors est-ce que pour conclure, est-ce que pour vous l'innovation ouverte, le logiciel libre ou le logiciel open source, c'est la même chose ou c'est différent quand même? Non, c'est certainement pas la même chose. L'innovation ouverte, c'est bien un processus, c'est bien quelque chose qui sert à générer de l'innovation, mais le problème du résultat est important. Et il faut revenir au fondamental de ce qu'est le livre, c'est que le livre c'est quand même quelque chose où on rend le logiciel à disposition de tout le monde. Donc on revient à la source de ce qu'était à l'origine le développement logiciel. On est plus proche de la liberté que de l'ouverture. Et donc effectivement le problème c'est de savoir où se crée la valeur. Dans l'innovation ouverte pour beaucoup d'entreprises propriétaires qui font beaucoup d'innovation ouverte, Microsoft fait l'innovation ouverte, et quand ils font travailler plusieurs équipes qui rachètent des savoir-faire des équipes complètes, c'est l'innovation ouverte. Le résultat n'est pas forcément dans le sens de l'open source. Par contre, donc la création de valeur, la valeur économique créée par ce processus-là va chez Microsoft. La démarche du libre, ou de l'open source, c'est que la création de valeur, elle est centrée sur l'utilisateur, qui va se réapproprier et qui va consommer du service s'il en a besoin, customiser son composant. Voilà. Donc il y a un déport de création de valeur. Pour conclure, Jean-Pierre ? Moi, je voudrais remonter juste un petit cran au-dessus. C'est-à-dire, on est parti des lessives. Moi, je voudrais parler du futur.
on est en train de discuter de biens communs intellectuels, de la construction de biens immatériels en commun. Okay. On est en train de discuter, en fait, quand on parle de logiciels libres, quand on parle d'innovation collaborative, enfin ce qu'on veut, on est en train de discuter quelle est la meilleure forme pour créer cette société de l'information, cette société du savoir. Et de se poser des questions, est-ce que ce savoir il doit être partagé ou il doit être réservé ? Est-ce qu'il doit être dilué, largement répandu, ou est-ce qu'il doit être réservé à quelques-uns ? Et en fait, si on pense en termes de croissance, comme les économistes le pensent, en fait, une société ne vit que si elle croît. Et la connaissance ne peut croître que si elle est partagée. Parce qu'elle s'enrichit des apports des uns et des autres. Donc je pense que logiciel libre, innovation ouverte, même sujet, mais le sujet est largement plus important que ça, puisque c'est notre futur. C'est le futur de notre industrie et la façon dont on va gérer non seulement notre industrie, notre business, mais aussi notre société. Très bien, si vous avez quelque chose à rajouter, peut-être. Non, je souscris à 100% à ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est effectivement cette logique de considérer que le logiciel, ça devient de plus en plus une matière première qui sert à construire ce futur digital sur toutes les pans dont on vient de parler, la société, les technologies, l'innovation, les modèles économiques. Voilà. Très bien, ça sera le mot pour conclure. Merci beaucoup en tout cas de ce débat. Merci à toi. Et à bientôt sur NTLN TV.